Merci Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Monsieur le ministre, mes chers collègues. Nous appelons à voter en faveur de cette motion de renvoi en commission pour donner à la représentation nationale le temps véritablement de se poser la réflexion du signal politique que nous envoyons en examinant et en votant ce type de texte. Ça a été dit, ce n'est pas un texte technique en vérité, simplement pour combler une lacune juridique. C'est quel que soit le texte d'ailleurs que nous discutons dans cette Assemblée, il y a toujours un sens politique et une direction que nous voulons donner. Et il nous semble à nous, et pas qu'à nous, encore une fois, à énormément d'organisations de défense des droits humains qui défendent les libertés fondamentales au niveau national et international, que le signal qui est donné par cette proposition de loi est extrêmement négatif et va à l'encontre de ce qu'il faudrait faire aujourd'hui, de ce qu'il faudrait faire en termes de responsabilité de notre pays aujourd'hui dans le monde et de ce que nous avons les capacités de faire. Non, Monsieur le Ministre, et vous le saviez bien entendu, nous ne déplorons pas qu'il y ait plus d'expulsions. Nous constatons simplement que dans la réalité, et là on voit aussi du coup la différence entre le discours politique et la réalité, les procédures de Dublin ne sont pas efficaces, ne sont pas effectives, tout simplement parce qu'elles ne le peuvent pas. Et je pense que reconnaître ça, ce n'est pas déplorer qu'il en faille plus, c'est assumer le fait qu'il faut une autre politique au niveau français et au niveau européen. Il nous semble qu'en votant cette motion de renvoi en commission, nous nous donnerions véritablement les moyens d'assurer cela. Nous avons une autre vision et vous évoquiez tout à l'heure la question par exemple des relations avec des pays du Sud d'Afrique. Effectivement, il faudrait avoir une autre politique, par exemple remettre en cause les accords de partenariat économique qui poussent un certain nombre de ces migrants et des migrantes à l'exil. Il faudrait avoir une autre politique de coopération, une autre politique internationale en termes de conflits. Merci. Donc il y a une autre politique globale à mener. Merci. Et c'est celle à laquelle nous vous appelons, à commencer par la motion de rejet, de renvoi en commission. Par le deuxième alinéa A de cet article, la proposition de loi que vous présentez souhaite créer une nouvelle procédure, permise effectivement par le droit européen, mais non utilisée jusqu'ici, permettant de placer en rétention administrative un ou une demandeuse d'asile soumise pendant la période de la procédure de détermination de l'État autre que la France, responsable de l'examen de sa demande d'asile. Ceci nous apparaît comme une extension disproportionnée et inacceptable de la mesure, qui doit rester exceptionnelle, car particulièrement attentatoire aux libertés, que constitue une mise en rétention. Concrètement, l'étranger ou étrangère est enfermé dans un centre de rétention entouré de grillage. L'hypocrisie sur ce point, nous l'avons dit pendant les débats précédents, est manifeste puisque le taux d'exécution des décisions de transfert pour les demandeuses et demandeurs d'asile ayant fait l'objet d'une procédure de Dublin était de moins 6% en 2016 et au premier semestre 2017. Cette volonté de renforcer les mises en rétention avant l'intervention d'une décision de transfert est symptomatique de notre point de vue d'une politique fondamentalement méprisante des droits fondamentaux des étrangères et des étrangers et des demandeurs et des demandeuses d'asile. Ceux-ci ne sont donc pas traités avec la dignité et le respect qui devrait leur être dû, mais assimilés à des criminels en puissance. En effet, cela n'est pas parce qu'un examen approfondi du dossier du demandeur d'asile pourrait éventuellement mener à son transfert vers un autre État qui serait responsable de l'examen de sa demande, que le préfet doit disposer des mêmes possibilités que lorsqu'un arrêté de transfert a été effectivement pris. Il n'y a pas de situation ou de risque de fuite similaire pour un demandeur ou une demandeuse d'asile sous le coup d'un arrêté de transfert et un ou une qui ne l'est pas. N'oublions pas, chers collègues, que le troisième principe de notre devise est la fraternité. Où est donc la bienveillance? Où est donc l'humanisme universel, traditionnellement cher à la France, avec les mesures que vous proposons? Nous vous demandons donc de voter. Derrière les précautions formelles de l'article 388, dans les dispositions prétendent que ces tests sont restreints d'une part en l'absence de documents d'identité valables, d'autre part, lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable, que ces tests osseux ne peuvent être pratiqués que sur décision de l'autorité judiciaire après recueil de l'accord de l'intéressé, que les conclusions de cet examen doivent préciser la marge d'erreur et ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l'intéressé est mineur. La réalité concernant les tests osseux est malheureusement bien tout autre. Tout d'abord, ce type d'expertise médicale est contesté sur le plan scientifique et éthique par les médecins. Le Haut Conseil de la santé publique, dans son rapport du 23 janvier 2014, précise que la maturation d'un individu diffère suivant son sexe, son origine ethnique ou géographique, son état nutritionnel ou son statut économique.
Il conclut « Il n'est pas éthique de solliciter un médecin pour pratiquer ou interpréter un test qui n'est pas validé scientifiquement et qui, en outre, n'est pas mis en œuvre dans l'intérêt thérapeutique de la personne. En cas de doute, une décision éthique doit toujours privilégier l'intérêt de la personne la plus fragile, en l'occurrence le jeune. » Rappelons de même l'avis sans embâche de la Conférence nationale consultative des droits de l'homme en 2013. L'Académie nationale de médecine, le Haut Conseil de la santé publique et la communauté médicale ont plus précisément relevé que le test osseux comporte des possibilités d'erreur en ne permettant pas de poser une distinction nette entre 16 et 18 ans. Constat d'autant plus problématique que la plupart des mineurs isolés étrangers présents sur le territoire sont âgés entre 16 ans ou plus. Cet amendement vise donc à interdire toute utilisation d'un test osseux, quel qu'en soit le cadre juridique ou procédural ou le motif. Juste pour en préliminaire, non, ces amendements ne sont pas à côté du texte. On parle aujourd'hui de la question des réfugiés et il nous semble important de revenir sur un certain nombre de dispositions. Et cette discussion devrait nous donner l'occasion justement d'améliorer notre législation. Donc, dans ce cas précis de l'amendement 10, il s'agit de la question de la carte de résident. Cet amendement vise à rétablir la carte de séjour de 10 ans comme titre de séjour de référence pour les étrangers et les étrangères, en s'inspirant de grandes lois progressistes de notre pays, telle celle du 17 juillet 1984, qui a depuis été balayée par la lente infusion d'idées d'extrême droite dans le débat public dans un but électoraliste et démagogue. En effet, pour illustrer à quel point on a voulu tromper le peuple français en désignant les étrangers et les étrangères comme source de ces problèmes, voici des chiffres simples. Selon les données de l'INED, en 82, 6,3% d'étrangers et d'étrangères en France et 6,1% en 2014. On voit donc qu'il n'y a guère de déferlement et par cet amendement, nous voulons revenir au droit de 84. 3 ans et non 5 ans pour pouvoir demander une carte de résident de 10 ans et un titre de séjour d'1 an de droit pour celui ou celle qui établit avoir résidé en France depuis au moins 15 ans. Il nous semble que l'examen de ce projet de loi devrait nous donner encore une fois l'opportunité, sur cette question comme sur les autres amendements que nous présentons, d'avancer pour faire en sorte que notre droit soit véritablement progressiste et permette l'accueil, l'installation et la résidence des migrants et des migrantes qui le souhaitent sur notre territoire. Merci. Merci, monsieur. Cet amendement est donc un amendement de repli par rapport à l'amendement numéro 27. En effet, si vous ne souhaitez pas réformer la procédure des jugements liés à la rétention par la justice administrative telle que nous le proposons, vous pouvez peut-être au moins garder une des garanties que nous proposons. Dans un avis du 4 octobre 2011, le contrôleur général des lieux de privation de liberté a alerté sur le fait que, je cite, « la visioconférence constitue un affaiblissement des droits de la défense en ce qu'elle met fin à la présence physique du comparant, qui est aussi un moyen d'expression, d'autant plus que bon nombre de prévenus ont de grandes difficultés à s'exprimer oralement. Elle suppose une facilité d'expression devant une caméra ou devant un pupitre et une égalité à cet égard selon les personnes qui sont loin d'être acquises. Dans les cas où la personne bénéficie d'un avocat, d'une avocate, ce dernier ou ces dernières est contraint d'avoir à choisir entre se trouver près du juge, ce qui se fait dans la majorité des cas, ou demeurer auprès de son client. Les liens avec l'un ou l'autre s'en trouvent moins aisés et la tâche du conseil rendue plus difficile. Des aléas techniques peuvent accentuer les difficultés. Ici, cet amendement propose donc de supprimer la possibilité de faire des télésurveillances. Le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, CESEDA, permet que les audiences en droit des étrangers ne se fassent plus en présentiel, mais par visioconférence. Pour faire une justice plus rapide et qui coûte moins cher en carburant, car il faut transporter le requérant ou la requérante s'il est en rétention, le législateur a prévu cette possibilité. À quand des jugements rendus par Skype, comme l'indiquait le contrôleur général des lieux de privation des libertés, c'est un recul par rapport aux droits de la défense. Et c'est, de notre point de vue, une justice qui est rendue de manière déshumanisée. Nous proposons donc de revenir sur cet amendement et nous espérons que vous le voterez pour permettre une véritable défense des droits des migrants. Merci. Oui, merci Monsieur le Président. Cet amendement vise à dépénaliser le séjour irrégulier et donc à le faire rentrer dans le champ de l'article 131-13 du Code pénal, champ contraventionnel. Nous ne faisons là que demander la continuation des vagues
jurisprudentielles progressistes qui ont fait suite à l'arrêt Eldridi de la Cour de justice de l'Union européenne en 2012 et les arrêts de la Cour de cassation qui s'en sont suivis et qui ont notamment forcé le Parlement à légiférer sur la garde à vue pour séjour irrégulier. Il est donc ici proposé de dépénaliser les situations suivantes. Étrangers ou étrangères qui s'est maintenu sur les territoires après une mesure de reconduite à la frontière, une obligation de quitter le territoire français, une interdiction administrative du territoire. Sont toutefois maintenues la pénalisation pour les étrangers ou étrangères ayant fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou d'une interdiction judiciaire du territoire, eu égard aux raisons impérieuses d'ordre public pouvant motiver de telles mesures. Afin de dépénaliser, nous proposons de les punir par des contraventions de la 5e classe, contravention maximale prévue par l'article 131-3 du Code pénal. N'hésitons pas à dire que la dépénalisation du séjour irrégulier est un moyen d'atténuer la violence qui peut surgir sur des personnes par le biais de condamnation à de la prison, alors que la plus sévère des contraventions est largement suffisante. Cet amendement vise à créer un nouveau statut, celui de réfugié climatique. Selon les estimations de l'ONU, 250 millions de personnes seront forcées à s'exiler à cause des bouleversements climatiques d'ici 2050. Une partie substantielle de ces migrations contraintes se feront hors des frontières nationales. Cet élément fondamental n'est pas suffisamment pris en compte dans la réflexion sur la crise écologique. Il mérite toute l'attention du législateur et de la législatrice. En effet, l'enjeu humanitaire et géopolitique est considérable. Il est inévitable que ces événements conduisent notre représentation à intégrer cette nouvelle donne dans la législation relative au droit d'asile. Le droit international n'appréhende pas encore vraiment les réfugiés environnementaux. Néanmoins, en 1985, le Programme des Nations Unies pour l'environnement propose une définition de ces réfugiés. Il s'agit de, je cite, « toute personne forcée de quitter son habitation traditionnelle d'une façon temporaire ou permanente à cause d'une dégradation nette de son environnement qui bouleverse son cadre de vie et déséquilibre sérieusement sa qualité de vie ». Nous proposons donc que notre législation soit précurseuse en la matière. Il s'agit d'instituer le fait que le bénéfice de la protection subsidiaire soit accordé à toute personne qui subit dans son pays d'origine une dégradation de son environnement, occasionnant un bouleversement grave de son cadre de vie. Cette question se posera nécessairement aux législateurs et à la législatrice d'adapter notre droit aux situations engendrées par la crise écologique. Il est beaucoup plus raisonnable, de notre point de vue, d'engager ces modifications maintenant, plutôt qu'en réaction à une crise à venir. Merci. Donc cet amendement vise à rétablir le caractère obligatoire d'une garantie de droit au recours qui a été retirée au contentieux relatif à l'éloignement des étrangers et des étrangères. En effet, en principe, la formation de jugement par les magistrats administratifs, qui jugent notamment de la légalité des décisions du préfet, est constituée d'au moins 4 magistrats et magistrates, dont un ou une ne prend pas part au délibéré, ne vote pas, mais présente en toute indépendance la solution qu'elle ou il propose de retenir sur un dossier. Concrètement, ce rapporteur public apporte un deuxième regard sur un dossier préparé par les 3 autres magistrats et magistrates. Il permet donc de s'assurer qu'aucun aspect du dossier n'a été oublié, que celui-ci a bien été préparé et qu'il n'y a aucun angle mort. Cette garantie est devenue d'autant plus importante et fondamentale que le Conseil d'État raisonne non plus en termes de qualité de jugement rendu par les tribunaux, mais par quantité. Combien de fois des magistrats ou des magistrates n'ont-elles ou ils pas entendu, durant leurs entretiens d'évaluation annuels, leur chef de juridiction leur demander explicitement de faire de la photocopie ou de l'abattage. Ceci peut être résumé par la formule attribuée au vice-président du Conseil d'État, M. Jean-Marc Sauvé, et non dépentie jusqu'ici, « Jugez vite », en s'adressant aux tribunaux administratifs, nous jugerons bien. En résumé, celles et ceux qui vont pâtir non seulement des magistrats qui sont forcés de faire du chiffre, mais surtout les requérants et requérantes dont les dossiers ne sont plus traités dans les temps nécessaires à l'examen, mais dans un temps contraint par un absurde curseur statistique.